Et je vais demander au maximum à tous les intervenants qui vous ont présenté des PowerPoint, etc., de me refaire passer les PowerPoint et je vous les enverrai à tous par mail dès que je les ai. Donc ça sera avant septembre. Vous aurez les PowerPoint de tous ceux qui veulent bien les partager. Adrien, à toi. Super, merci beaucoup Olivier. C'est un peu une surprise ma présence ici à ce moment-là. Je crois qu'elle est due à la modération de la table ronde que Evelyne m'a fait l'honneur de me demander pour présenter son livre. Excellent livre, très complet, sur le grand livre de l'hypnothérapie. J'ai pas eu trop l'occasion de me préparer. Une question que j'aime bien poser parfois dans les interviews ou les podcasts, c'est si jamais il y a une question que vous auriez aimé qu'on vous pose ou un sujet qui vous paraît important qui n'a pas été traité, quelle question vous auriez aimé qu'on vous pose? Quel sujet n'a pas été traité selon vous? Ça vaut pour vous, chers intervenants, donc vous pouvez vous préparer. Et ça vaut pour vous dans la salle, si jamais il y a un thème, un sujet, une question qui est restée en suspens. Voilà, c'est un excellent moment pour pouvoir la poser maintenant. Je profite de la perche que tu me tends parce que j'ai déjà réfléchi. L'idée, c'est, maintenant que le Covid est passé, c'est de refaire un congrès tous les 2 ans. On va pas fêter notre anniversaire tous les ans, mais tous les 2 ans, refaire un congrès, un événement qui ressemblera à celui-ci. Et pendant 2 ans, je songeais à un thème qui serait très ouvert, qui serait les méthodes complémentaires à l'hypnose. Et par exemple, on vient de voir que les thérapies comportementales apportaient quelque chose. On a parlé de cohérence cardiaque qui apporte quelque chose, etc., etc. Et du coup, vous donnez un panel où des spécialistes de chaque type d'intervention viendraient nous expliquer ce que c'est, qu'est-ce que ça peut apporter à l'hypnose, quel lien on peut faire. Donc peut-être j'aurais changé d'avis d'ici là, mais sans ça, dans 2 ans, ça sera ça le thème du prochain congrès. Merci de cette perche. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est plutôt un des intervenants, une des intervenantes? On a en plus la chance d'avoir trois dames sur scène. Pour une fois, il y a un peu plus de femmes représentées. Ou est-ce que dans le public, il y a une question qui vous brûle les lèvres? Vous dites, il manque qu'on ait parlé de ça, ou il y a une question que vous voudriez poser à nos intervenants? T'as vu comme on a été complet? Il ne manque rien, c'est ça que ça veut dire. Allez, qui se lance, vous devez donner l'exemple. T'as envie de parler de quoi? Je réfléchis. La fin de vie, ouais, tout à fait. La fin de... Attends, je vais passer dans le public. J'avais dit priorité au public. Qui a dit quoi? Teresa, elle a l'air un peu fatiguée. Ouais, alors Teresa, on s'en occupe en fait pour tout vous dire. Comme elle est arrivée ici en étant déshydratée, et elle a trouvé que c'était mieux de rajouter un coup de soleil par-dessus. Donc elle est au soleil, mais les pompiers sont nus, on a tout checké. Et donc elle reste à se reposer au frais dans l'amphi. Et puis ensuite, elle reprendra la route pour ce soir, elle est au premier. Ok. Voilà, Teresa, elle est gérée. Non, mais c'est parce que du coup, moi, j'avais eu la chance de la rencontrer il y a 2 ans à Paris. Et suivant les patients, moi je suis infirmière, donc j'interviens dans différents services. Et suivant les patients, des fois, j'utilise la sagesse universelle. Et des fois, voilà, je sais que dans l'accompagnement en fin de vie, voilà, j'aurais bien voulu avoir des petites pistes. Comment elle peut être là. Alors après, il y a la confiance, mais d'abord là, si elle est fatiguée, c'est pas grave, ça sera plus tard. Voilà. Mais après, même de manière générale, enfin bon, l'hypnose, après, moi, j'utilise. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé, mais. Ça, c'est un cours. Mais oui, peut-être dans les méthodes complémentaires, c'est l'aspect spirituel des choses. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont très réfractaires à cet aspect-là, mais il y a aussi de plus en plus d'études qui montrent à quel point les aspects spirituels sont importants. C'est important dans certaines thématiques, notamment dans les études qui sont faites actuellement, c'est effectivement la fin de vie, le deuil, mais aussi l'alcoolisme, par exemple. Hein. C'est très, très proche des aspects spirituels. Donc, l'OMS prend la santé dans la définition de la santé, prend l'aspect spirituel. Et donc, je trouve que ce que tu évoques là, avec cette thématique-là,
avec tout ce qu'on peut avoir dans les soins palliatifs aussi, comme perte de sens, comme perte d'identité, comme angoisse existentielle, qui résiste d'ailleurs aux antidépresseurs. Eh bien, effectivement, je pense que les aspects spirituels avec la sagesse universelle ou peu importe d'autres choses, moi, ça m'est arrivé d'envoyer quelqu'un dans l'au-delà pour qu'il puisse revenir apaisé, parce que la personne était en train de mourir. Donc, c'est une belle question et c'est effectivement, moi, mon grand dada. Donc, tout ce qui est de ces aspects-là. Qui, effectivement, quand je dis que des gens sont réfractaires, heureusement, les choses sont en train de changer. Moi, j'ai la chance d'être dans une super université, qui est l'Université de Lorraine, où il y a un département sur le site de Nancy de psychologie, où on ne traite que de ces questions-là. Et donc, ça veut dire que c'est au sein de l'université et à Liège, en Belgique, c'est aussi des questions qui sont abordées. Donc, ça devient de plus en plus, en tout cas au niveau phénoménologique, de qu'est-ce que ça fait aux gens, qu'est-ce que ça fait aux patients. Alors après, les hypothèses sur la vie après la mort, sur tout ça, ça reste des hypothèses. Mais c'est comme l'aspirine. Ça fait très longtemps qu'on utilise l'aspirine et on connaît maintenant le processus de l'aspirine. Moi, j'étais à la fac à ce moment-là, c'était en 82 ou 83, il y a eu le prix Nobel. Et pourtant, l'aspirine qu'on connaît depuis l'Antiquité avec le saule blanc, c'est efficace. Donc, en tout cas, en termes phénoménologiques, c'est intéressant. Ça fait du bien aux gens, mais plus que du bien, ça peut transformer. Ça m'inspire un petit rebond. Je pense qu'on l'a tous vécu. J'ai l'impression que l'hypnose, c'est une pratique qui a une vertu extraordinaire, c'est que c'est un amplificateur. Et ça dépend ce qu'on va en faire. Et tu l'as bien montré, Antoine. On peut faire de l'hypnoanalyse, tourner vers la régression. On peut faire de la futurisation. Moi, dans mon vécu personnel, j'ai l'impression que l'hypnose, c'est aussi parce que parfois les gens ils ont l'impression que c'est dans la tête. Mais c'est aussi beaucoup un retour au corps, quelque part, parfois. Un retour à notre animalité, vous voyez, à l'instinct du corps. Et puis parfois, inversement, ça va être effectivement des projections spirituelles, presque extatiques ou mystiques. Et en ce sens, je suis très touché aussi que ce soit un outil qui soit aujourd'hui assez démocratisé. Moi, je viens pas du soin, je suis pas psychologue, et pour autant, aujourd'hui, je pratique et je transmets cet outil qui a une souplesse, une flexibilité qui me paraît vraiment extraordinaire. Teresa. Deux petites choses. D'abord, j'étais étonnée qu'il y a 3 ans que je suis allée en Belgique avec Barbara Brigmani. J'ai fait un cours pour développer l'intelligence spirituelle et c'était plein de monde. Je crois qu'il y avait 50 ou 60 personnes. Tout intéressé dans les thèmes. Et je ne croyais pas ça possible en Europe. Et aussi, j'ai été invitée même avant en Suisse, spécifiquement pour faire travailler avec un groupe, un travail spirituel pendant toute une semaine, comme dans une retraite. Et je ne pouvais pas croire ça. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont chaque fois plus ouverts. Peut-être ils ont honte de le dire, ou ils n'ont pas le courage de le dire, mais ils sont tous intéressés. Si? Je crois que ça, le changement est déjà là. Si? On en parlait ce midi avec Alain, le sentiment aussi qu'il y a parfois des mouvements de balancier dans l'histoire. Probablement que pendant longtemps, on était très spirituel ou croyant parce qu'il n'y avait pas la science. On est dans un grand mouvement de balancier matérialiste, scientifique. Et je ne sais pas votre sentiment, il y a plein d'enjeux à notre époque, mais il y a aussi plein d'opportunités. Et le sentiment qu'il y a une option de réconciliation, c'est-à-dire s'appuyer sur la science. Et on voit aussi les limites par rapport à la planète, etc., pour aller vers quelque chose aussi de plus humain, de plus respectueux de la vie et du vivre ensemble. Et je suis content de rebondir là-dessus, puisque l'hypnose, animalité, spiritualité, mais aussi relationnelle, c'est une pratique profondément relationnelle qui nous met en lien. Et voilà, je crois que le monde en a bien besoin, donc c'est chouette qu'on soit là ensemble aujourd'hui.
Oui, tout à l'heure, j'ai commencé en montrant à quel point l'hypnose est ancrée dans la science. C'est une démarche qui vient de la science à la base, mais justement, l'erreur, c'est d'opposer science et spiritualité. La démarche scientifique, c'est une démarche très, très spirituelle. Elle consiste justement à se dire que je suis face à quelque chose que j'ignore et je vais chercher avec beaucoup d'humilité pour essayer de l'explorer. Donc, il n'y a pas que de la spiritualité là où il y a des discours qui utilisent le mot spiritualité. Et d'ailleurs, la spiritualité, c'est plutôt une pratique de la spiritualité. Un discours spirituel n'est pas une pratique de la spiritualité. De la même façon que une conférence sur la musique n'est pas un concert. C'est passionnant, mais ce sont des expériences. Hein, de ce point de vue, c'est vrai que cette dichotomie, et aujourd'hui on le voit bien, mais même le fait que l'hypnose, par exemple, soit éminemment scientifique, et le fait de se passionner, par exemple, pour les études sur son sujet, n'est pas du tout une démarche qui n'est pas spirituelle, bien au contraire. Cette curiosité formidable qui est une approche très spirituelle. Non, c'est que je me suis rappelé qu'il y a peut-être une vingtaine d'années, peut-être 30, je suis allée à une réunion organisée par une société européenne qui met ensemble des professionnels de santé qui travaillent avec spiritualité, Medical and Social Network, Medical and Spiritual Network, en Angleterre, et une réunion qui s'appelait Hypnose et spiritualité. Et là-bas, la conclusion à la fin, parce que presque tout fonctionnait, en discussion en petits groupes, table ronde, très peu de conférences. Et la conclusion à la fin, c'était que l'hypnose amenait à la spiritualité. Pourquoi? Parce que l'hypnose nous fait rentrer dans nous-mêmes. Et si on rentre au plus profond de nous, là-bas, c'est dans le contact avec le tout. Et j'ai trouvé très joli. Et je crois ça vraiment, que ça se passe. C'est vrai que la spiritualité, c'est quelque chose d'indispensable et d'important et qu'on retrouve de plus en plus quand même. Les personnes en parlent de plus en plus et dans les séances, on peut aborder de plus en plus ces sujets-là et l'hypnose permet ça. Alors moi, je voulais dire que j'ai passé 2 jours superbes. Vraiment, je pars avec beaucoup d'énergie. C'était vraiment 2 journées très, très agréables avec plein de sujets différents, des choses pratiques, des choses plus théoriques, historiques. Et vraiment, ça a été pour moi 2 jours fantastiques. Alors, tu m'as demandé qu'est-ce qui manquait. Alors, je vais ramener mon côté thérapeute familial. Ce qui m'a un peu manqué, c'est la famille et comment on peut, par exemple, appliquer l'hypnose aussi avec des familles. Et j'y ai pensé notamment quand tu as évoqué l'histoire du deuil et de l'accompagnement des personnes en phase terminale. Là, je vais revenir à l'approche orientée solution. J'ai une anecdote qui n'est pas de moi. C'est une infirmière donc, qui travaillait en soins palliatifs, qui rentre dans une chambre avec une femme assez jeune en phase terminale, puis toute sa famille autour qui se met à pleurer. Et elle leur pose la question miracle. Ça vous paraît bizarre, hein? Elle leur pose la question miracle en disant le miracle fait que les instants que vous avez encore à passer ensemble, vous allez pouvoir pleinement en profiter. Donc, du coup, elle a centré sur le miracle, sur ce qu'ils allaient pouvoir partager, ce qu'ils allaient aussi pouvoir garder de ces derniers moments à passer ensemble. J'ai trouvé que, en tout cas, ça me semblait être un instant où tous les membres de la famille ont pu communiquer ensemble et faire un partage sur ce qu'ils allaient pouvoir garder et partager dans ce qui leur restait. Donc, si dans le prochain congrès, il va y avoir quelques nous sommes tout oui. Voilà. Moi aussi, je voulais vous remercier parce que j'ai passé 2 jours exceptionnels et 4 jours exceptionnels, c'est vrai. Le temps passe tellement vite. 2 mots, un sur la spiritualité et mon expérience en cabinet. Je pratique différents styles d'hypnose, dont ce que Teresa a apporté. Et dans le vécu, en fait, ça passe très, très bien. Et je sens vraiment qu'il y a une ouverture, que les personnes, ça passe très, très bien. Et surtout, qu'il y a des résultats. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait des résultats. Alors, je pense que
le mieux, c'est d'expérimenter et de conclure, de voir ce que ça apporte. Et vraiment, je pense qu'il y a une ouverture. Et si les personnes ont du résultat, de toute façon, ça va aussi se répandre. Deuxième chose, vous m'avez demandé des sujets qu'on n'aurait pas abordés. Et je viens rebondir sur une question que j'avais posée ce matin pendant ma conférence et qu'on a abordée tout à l'heure en solo. C'est: doit-on parler d'hypnose dans le cadre du soin? Est-ce qu'on parle d'hypnose ou vous avez vu qu'on parlait de respiration? On va aussi avec l'image de l'hypnose, où on en est dans l'hypnose, on est de la connaissance de l'hypnose. Donc, je vous renvoie à la question. Dans le cadre du soin, qu'en pensez-vous? Doit-on parler d'hypnose? Je vois Anna qui fait non. Je suis curieux d'avoir l'avis d'Anna, chef de service à Pompidou. Oui. Non, je ne suis pas chef de service, je suis que praticienne hospitalière. Et oui, j'ai une expérience en réanimation. Je ne parle jamais d'hypnose. C'est vrai que ce n'est pas les patients qui viennent à nous, c'est nous qui allons vers les patients proposer quelque chose. Je ne parle jamais d'hypnose parce qu'il y a une fois je l'ai fait et quelqu'un m'a dit: oh non, ça me fait peur. Et puis, plus jamais je parlais d'hypnose. J'utilise la respiration, les reflets du scope sur une vitre, un bruit, parce qu'il y a beaucoup de bruit en réanimation. Et bon, tout ce qui est autour de nous, je trouve que ça marche beaucoup mieux quand on ne parle pas d'hypnose. Je n'ai pas d'expérience en cabinet avec, mais voilà. Alors, dans le cadre du soin, est-ce que d'autres personnes penseraient l'inverse? J'ai quand même une anecdote qui vient de me revenir avec Anna, qui va peut-être répondre à la question: doit-on parler d'hypnose? Anna a fait sa formation il y a une quinzaine d'années. Et au moment où Anna est revenue, je dis à Anna: il y a longtemps que j'ai pas mis une blouse blanche, j'adorerais retourner à l'hôpital. Est-ce que tu me prendrais comme stagiaire à Pompidou? Et Anna a dit: oui, bien sûr, viens passer du temps avec nous. Et donc, je ne sais pas si tu te rappelles de l'anecdote, mais j'avais fait un tour en réanimation avec Anna, et Anna me présente une première patiente qui était là parce qu'elle devait être opérée pour qu'on puisse ensuite lui poser des prothèses. Cette dame a eu des cancers, des opérations qui sont compliquées avec différentes infections, et donc en gros, elle était très raccourcie. Donc elle était amputée des 4 membres à différents degrés. Je crois qu'ici, il manquait une main, là c'était au niveau du coude, là c'était en dessous du genou, là c'était au-dessus du genou. Et Anna dit: ah, voilà, je vous présente Olivier, c'est mon prof d'hypnose, il va vous faire une séance d'hypnose. Donc elle a bien placardé l'hypnose, tu vois. Et Anna, qui est en cours de formation encore à ce moment-là, dit: l'hypnose, c'est quand on utilise des bons souvenirs. Alors madame, c'est quoi votre bon souvenir? Et la dame, qui a peu de bras, peu de jambes, elle dit: moi, ce que j'adorais, c'est la danse. Et ça a créé un petit blanc, là, il y avait 10 infirmières qui étaient autour, et on n'a plus entendu quelque chose. Alors forcément, ça vous dirait de retourner danser? Et la dame fait: mais si, c'est possible. Et ce que racontait Anna, c'est qu'elle est restée en service 15 jours et que pendant 15 jours, elle n'a parlé que de sa danse. Alors, je pense que, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, il existe des études qui montrent, ce qu'on te disait, Evelyne, hier, que... à 10 minutes, d'accord, ok. Que parler d'hypnose dans d'autres cadres, ça peut favoriser les résultats. Est-ce que quelqu'un veut commenter? Olivier, Evelyne, Adrien? Ouais. Pendant que tu apportes le micro, j'interviens en entreprise et c'est vrai que l'hypnose, c'est un mot très polarisant. Donc, il peut polariser très positivement. Les gens peuvent rentrer en transe à l'évocation du mot hypnose, mais comme tu le disais, ça peut créer du rejet. Donc, probablement qu'il y aura une finesse et une adaptation en fonction des contextes. Eh ben oui, j'allais dire, ça dépend. Je travaille en centre de rééducation, je suis kiné et hypno. Et il y a des personnes qui, d'emblée, se mettent en transe dès qu'on dit le mot hypnose. Voilà, le travail est déjà fait quasiment. Et puis, j'ai des personnes qui rejettent complètement. Et il y a beau essayer d'expliquer, de rassurer, le mot hypnose fait un blocage et il n'y a pas moyen d'aller plus loin. Donc, il y a vraiment les deux cas de figure. Moi? Alors, je crois, entre les patients et les thérapeutes, et surtout s'ils travaillent avec l'hypnose, il y a une communication à niveau inconscient. Et la personne est en transe dès qu'il arrive au cabinet, dans un certain transe. Et alors, si les thérapeutes ne se sentent pas à l'aise pour parler d'hypnose, la personne va refuser l'hypnose.
si le thérapeute se sent bien et de parler d'hypnose, la personne va accepter. Parce que ce n'est pas seulement ce qu'il va dire avec les mots. J'explique toujours l'hypnose moderne. Personne perd la conscience, personne, vous allez être éveillé tout le temps, ce sont des exercices d'imagination. Mais n'importe quoi tu dis, ce qui importe, c'est que tu es en train de transmettre de manière inconsciente. Tu transmets la confiance ou pas? Antoine voulait répondre aussi? Oui, c'est essentiel. Évidemment, c'est accessoire. Ce que va provoquer le mot hypnose comme connotation est secondaire par rapport à ce qu'on inspire comme confiance. C'est-à-dire que si j'utilise le mot hypnose mais que je suis sympathique, ça vaut mieux que si j'utilise pas le mot hypnose mais que je suis pas confiant. Après, il y a des façons d'accompagner en hypnose qui reposent uniquement sur l'idée que la personne va se faire de l'hypnose, donc sur l'aspect suggestion. Et donc, c'est même pas tellement l'utilisation du mot hypnose, c'est plutôt ce que disait Teresa, la description qu'on va en faire. On va expliquer l'hypnose va faire ceci ou va faire cela. Et d'ailleurs, une description ou une autre vont pas donner la même réalité. Et puis, il y a des méthodes qui sont plus mécaniques. Quand on utilise du questionnement ou autre, qu'on utilise le mot hypnose ou non, ça fonctionne tout pareil. Mais par contre, le mot hypnose, écoutez-le en français quand même, c'est joli, non? Hypnose, une douce hypnose, non? Par contre, si on arrête de l'utiliser, évidemment, il va y avoir une connotation de plus en plus négative. Alors, au contraire, si on l'assume, il faut le porter, ce mot, non? Il vous plaît pas? Moi, j'aime beaucoup. Hypnose, c'est joli. Moi, je suis un fervent défenseur du mot hypnose et de dire aux patients qu'on fait de l'hypnose parce que même si l'hypnose leur fout la trouille, bah, c'est le président qui lui prête un pouvoir. Donc, utilisons ce pouvoir. Alors, voilà, moi je suis d'accord là-dessus sur en cabinet. Par contre, dans le cadre de l'urgence, comme tu disais, les patients ne s'attendent pas forcément à ça. Et puis en plus, il y a un deuxième phénomène, et là, je suis d'accord avec Teresa, c'est que ce que je dis, c'est avec les apprenants qui sont des urgentistes, etc., ils ne sont pas forcément encore à l'aise, et même vis-à-vis du regard des collègues, et donc faire un exercice de respiration, en tout cas dans un premier temps, c'est hyper plus confortable pour tout le monde. Et après, souvent, ils parlent de l'hypnose. Et je suis d'accord, je pense que ça dépend comment nous-mêmes on vit. Il y a quand même le contexte qui peut être différent. Et pas seulement par rapport à l'image que ça renvoie, mais par rapport à la pression que ça met. Beaucoup de praticiens se disent, si j'annonce que je fais de l'hypnose, il faut que je fasse comme à la télé, parce que c'est hyper sanctionnant l'hypnose. Soit on y arrive, soit on n'y arrive pas. Soit la personne dit j'y étais, soit la personne dit j'y étais pas. Donc ça met les. Donc si à la limite on apprend aux praticiens des méthodes, enfin dans le soin, surtout hospitalier ou en urgence, des méthodes qui leur évitent de se mettre cette pression, genre je te promets que je vais te mettre en transe, et puis derrière faut remplir la promesse. C'est pas mal non plus, hein, c'est vrai. Moi, je voudrais faire partager une expérience que j'ai eue dans le CMP où j'étais. Donc, moi, j'utilise l'hypnose depuis longtemps dans mes consultations et quand je pense que ça va être utile, je le propose et j'en discute. Enfin, bon, mais ce n'est pas affiché que je suis hypnothérapeute. Par contre, Olivier était passé dans le service faire une formation. Donc, il y a eu plusieurs hypnothérapeutes formés et on a fait une consultation d'hypnose dans le CMP. Et là, bon, j'y ai participé puisque je savais faire aussi. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus difficile quand c'était affiché consultation d'hypnose que quand c'était moi qui le proposais dans le cadre d'une relation et que là, ça devenait quelque chose de très simple. Alors, j'ai essayé de réfléchir à ce qui se passait. Je pense que c'est moi le problème. Hein. C'est-à-dire que là, j'avais plus de choix. Il fallait que j'utilise l'hypnose. Mais bon, enfin, voilà, je voulais simplement partager ça. Je voudrais juste ajouter quelques mots sur la pratique. J'ai été infirmière longtemps en soins à domicile. On a beaucoup parlé des urgences, etc. Soins à domicile, des fois, on peut prendre le temps. En tout cas, une bonne partie de ma pratique, c'était de faire des pansements d'ulcères longs chez des personnes âgées, etc., où j'employais l'hypnose. Au début, je le disais, et puis j'ai dû arrêter de parler d'hypnose pour pouvoir vraiment accompagner les gens, et ça m'a vraiment aidé pour faire les pansements chez ces personnes âgées, d'employer l'hypnose en faisant les pansements. Et voilà, mais dans une pratique tout à fait différente, donc aux soins à domicile, en prenant un petit peu le temps. Enfin, le temps. On est toujours pressé, mais voilà. Des fois, il y a des pansements longs à faire qui durent 20 minutes, une demi-heure. Donc, on en profite
Mais vraiment, j'ai dû arrêter d'en parler. Mais c'est du sur-mesure, hein. C'est quand on en discutait tout à l'heure, moi je disais, en général, avec les personnes âgées, c'est contre-productif parce que les personnes âgées, ça leur fait peur. Et quand on va un soin, moi, quand je vais me faire soigner, j'ai pas besoin qu'on m'explique quel produit on va utiliser pour m'endormir. Donc, c'est complètement différent en fonction des contextes, en fonction de l'âge du sujet, en fonction de est-ce qu'il nous connaît ou est-ce que c'est la première fois qu'il nous voit. Enfin, il y a toute une série de choses et je pense que en hypnose, pour moi, je vais reprendre le terme que Teresa utilisait, il faut faire du sur-mesure. On est toujours dans la dentelle et au plus près du patient. J'ai vu au fond, il y a quelqu'un d'autre. Moi, je travaille en clinique psychiatrique et en fait, j'ai pas du tout, comment dire, l'hypnose médicale. Je ne sais pas si les gens en psychiatrie sont éduqués, mais c'est quelque chose de très naturel de dire, je fais des consultations en hypnose médicale. Et je ne sais pas, peut-être que c'est les patientes qui ont l'habitude d'avoir beaucoup de thérapie et du coup, l'hypnose en fait partie et c'est OK. Ouais, donc j'ai encore une autre expérience. Oui, donc c'est nouveau, tout est une question de contexte. Et même les collègues, je dirais aussi. Ben, oui, tu es en psychiatrie, donc déjà, les gens, tout ce qui est psy, ils connaissent déjà, enfin, ils sont déjà sensibilisés, donc tout ce qui est psychothérapie, même s'ils ne connaissent pas toutes les psychothérapies, il y a une ouverture, une personne âgée qui vient parce qu'elle s'est cassée, je ne sais pas, le col du fémur, c'est la première fois qu'elle vient, elle n'est pas dans un contexte de thérapie, c'est pas au niveau de son âge, elle n'a pas été habituée à ça. Bon, voilà, c'est du sur-mesure toujours. Thierry, on n'a pas pensé aux gens en Zoom. Est-ce que par hasard il y a des questions ou des remarques? Alors, oui, il y a une auquel j'ai répondu. Le sujet de l'IA a été abordé rapidement par Evelyne Joss. Connaissez-vous les uns et les autres des ressources pour s'informer sur les potentiels? Les potentiels et les avancées, pardon. Il faut demander à l'IA. Je vais mettre ça devant la chat GPT. Perplexity, parce qu'il cite ses sources. Ah non, moi je trouve que Grok est beaucoup mieux. Ah, mettez-vous d'accord. Personnellement, ChatGPT et Grok, mais encore mieux Grok. Grok, ok. G-R-O-K. Et donc, elle pose des questions. Oui, donc il y a de plus en plus de chatbots, principalement aux États-Unis, pas sur l'hypnose, mais c'est des choses qui vont venir très, très rapidement. Et donc, on a montré avec les recherches qu'en fait, l'IA fait des meilleurs diagnostics que les psychologues, psychothérapeutes, que les médecins aussi, même que les médecins qui s'aident de l'IA. Donc, et les gens s'attachent à leur chatbot et les chatbots sont capables maintenant avec tous les micro-mouvements, ils ont fait sur des millions, des milliers de gens. En fait, l'intelligence artificielle reconnaît tout de suite les micro-mouvements du visage et donc peut tout à fait déterminer qu'est-ce qui se passe pour le patient. Donc, oui, on fait des tas de choses. Il y a beaucoup de choses en TCC déjà. Donc, il y a des IA complètement spécialisées thérapie qui font que, enfin, ce sont des... Les agents, en fait, c'est ça? Ce qu'on appelle les agents, les IA spécialisés. Moi, ça, je ne sais pas comment on les appelle, mais... Et donc, il y a plusieurs IA spécialisées déjà en thérapie actuellement. Mais il y a beaucoup de gens qui vont faire une thérapie et puis quand ils ont besoin, ils vont demander à ChatGPT ce qu'ils veulent, quoi. Et là, ce qu'on est en train de mettre sur pied pour l'Ukraine, il va y avoir des techniques un peu d'hypnose, un peu de MDR avec des SBA, enfin, etc. Et donc, c'est en collaboration avec l'université de Metz, hein, qui est quand même la meilleure université. J'aurais compris que l'université de Lorraine. Mais oui, de toute façon, effectivement, demander à l'IA où on en est là-dessus, c'est effectivement, elle aura demandé les ressources bibliographiques vérifiées et pertinentes. Je te passe le merci d'Emma. Peut-être, Olivier, que ça peut rajouter un des thèmes pour le prochain congrès, puisque c'est partie des pratiques complémentaires, en fait, maintenant. Vas-y, et puis on conclura après, je m'attribuerai la conclusion. Merci. En fait, la santé mentale est une des grandes causes nationales
Et du coup, je trouve que ce serait très intéressant de parler de la santé mentale et de l'hypnose, ou de l'hypnose et la santé mentale, ou de l'hypnose dans la santé mentale. Je ne sais pas dans quel sens, mais en tout cas, ce serait certainement dans les années à venir un thème très très intéressant du lien entre l'hypnose et la santé mentale. Je comprends bien que l'avantage du thème qu'on se choisit pendant 2 ans, c'est qu'il permet justement plein d'ouvertures et de faire plein de Tout à liens et fait. de reliances. Donc je pense qu'on va probablement, aussi entre nous, rester sur ce thème. On va arriver à la conclusion de ces 4 jours. 4. On va arriver à la conclusion de ces 4 jours. Peut-être je vous dirais que alors, plusieurs fois, j'ai dit, s'il y a des gens qui n'étaient pas contents, ils ne sont pas venus me voir. Parce que les seuls échos que j'ai eus, les seuls qui sont venus voir, c'est que des gens qui sont venus voir pour me dire, ah, c'était chouette, c'était bien, merci, 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 on est content, merci d'avoir organisé ça, etc., 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 etc. Et nous, on veut tous vous remercier aussi, parce que c'est aussi grâce à vous que ça a existé. Vous avez été sur les 4 jours, plus de 150 personnes à vous déplacer, comme vous l'avez déjà entendu plusieurs fois. Et c'est un peu comme les artistes, sans vous, nous ne sommes rien. Et plusieurs fois, je me suis entendu dire aussi, dans les 4 jours, la FNH, c'est une famille. Mais ça, c'est quelque chose que je reprends à Evelyne Joss, où la première fois que j'ai fait intervenir Evelyne, c'était sur son bouquin à l'époque, sur le pouvoir des histoires thérapeutiques. Et quand Evelyne est arrivée chez nous pour la première fois, elle était surprise de ce que tous les étudiants viennent me dire bonjour, me faire la bise, me parler. Et en fait, Evelyne, si elle est revenue une deuxième fois, c'est parce qu'elle a trouvé qu'il y avait une super ambiance. Et c'est elle qui a dit on dirait que c'est une famille quand vous vous retrouvez là, les stagiaires, etc., etc., entre vous. Et la famille ne cesse de s'agrandir parce que chacun des formateurs que je fais intervenir, etc., deviennent des amis, deviennent plus que des amis parfois. Et j'ai envie de vous dire à tous en conclusion, bienvenue dans la famille. Je crois qu'on va pouvoir se reposer maintenant. Merci à tous, on est encore là si vous voulez discuter encore un peu, etc. Merci à tous.